Du sang coulait lentement sur le front d'Amélie Dubois, goûtant sur sa joue alors que l'officier de sécurité de l'aéroport, Pierre Moreau, lui tordait le bras dans le dos avec une force inutile. La cabine de première classe du vol 142 d'Air Lumière, reliant Paris à Nice, était plongée dans un silence oppressant, un silence si lourd qu'il semblait absorber jusqu'au bourdonnement discret des moteurs au repos. Les passagers, figés, observaient la scène, le regard oscillant entre choc et malaise. « Papa !» cria Amélie, sa voix brisée par la peur et l'humiliation, résonnant dans l'espace confiné de l'avion. La porte de la passerelle s'ouvrit soudain avec fracas, et tous les yeux se tournèrent vers l'homme qui venait de faire irruption. Jacques Dubois, PDG d'Air Lumière, se tenait là, sa silhouette imposante emplissant l'encadrement de la porte. Son regard, d'ordinaire posé et calculateur, brûlait d'une colère contenue mais palpable. « Laissez ma fille !» maintenant, ordonna-t-il, sa voix grave faisant vibrer l'air comme un coup de tonnerre. La mâchoire de l'hôtesse de l'air, Claire Lefebvre, s'affaissa, son assurance habituelle s'effondrant face à l'autorité incontestable de l'homme qui dirigeait la compagnie. Les téléphones des passagers, déjà brandis pour filmer l'incident, capturèrent ce moment dramatique, prélude à une tempête qui allait secouer bien plus qu'un simple vol. Amélie Dubois, 6 ans, était une adolescente d'une intelligence rare, une passionnée d'aéronautique dont les rêves s'élevaient aussi haut que les avions qu'elle admirait depuis son enfance. Fille unique de Jacques Dubois, elle avait grandi dans l'ombre des hangars et des tours de contrôle, bercée par les récits de son père, un homme qui avait gravi les échelons d'Air Lumière, de manutentionnaire à PDG, brisant les barrières raciales, pour devenir l'un des rares dirigeants noirs d'une grande compagnie aérienne française. Ce jour-là, Amélie s'était installée dans son siège 3A en première classe, un privilège qu'elle n'avait jamais considéré comme exceptionnel, étant donné son lien avec la compagnie. Elle se rendait à Nice pour rendre visite à sa grand-mère, une femme élégante, vivant dans une villa surplombant la Méditerranée, et pour participer à un atelier d'ingénierie aéronautique à l'Université Côte d'Azur. Ses doigts caressaient le cuir doux de l'accoudoir, tandis qu'elle ouvrait son carnet, rempli de croquis méticuleux d'ailes d'avion et de calculs aérodynamiques. Les équations complexes, qui auraient découragé la plupart des adultes, étaient pour elle une source de joie, un puzzle qu'elle résolvait avec aisance. Son père plaisantait souvent, disant qu'elle avait maîtrisé les mathématiques avant même de savoir lasser ses chaussures. À travers la fenêtre, elle observait les équipes au sol préparer l'avion, son esprit déjà plongé dans les innovations qu'elle rêvait d'apporter à l'industrie aéronautique, des ailes plus efficaces aux cabines plus inclusives. Mais cette rêverie fut brutalement interrompue par une voix tranchante. « Excusez-moi, mademoiselle », lança Claire Lefebvre, l'hôtesse en chef, plantée au-dessus d'Amélie. Son sourire, crispé et artificiel, ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Je dois vérifier si vous êtes bien à la bonne place. » Amélie, surprise mais polie, répondit calmement « Je suis au bon endroit, merci. » Elle tendit son billet d'embarquement, marqué clairement pour le siège 3A. Claire y jeta un coup d'œil furtif, son expression suggérant qu'elle doutait de la légitimité de la jeune fille. « Très bien, » marmonna-t-elle, rendant le billet avant de s'éloigner. Amélie tenta de se replonger dans ses croquis, mais une sensation désagréable s'installa. Elle remarqua que Claire, tout sourire avec les autres passagers, changeait de ton dès qu'elle s'adressait à elle. À quelques sièges de là, M. Laurent, un homme d'affaires blanc d'une 50aine d'années, fut accueilli avec chaleur. « Bonjour, Monsieur Laurent, votre whisky habituel avant le décollage ?» demanda Claire, suspendant sa veste avec soin. Laurent hocha la tête, un sourire complice aux lèvres. Claire continua, offrant des boissons et des attentions aux autres passagers de première classe, tous blancs, avec une amabilité qui contrastait starkement avec son attitude envers Amélie. Quelques minutes plus tard, Claire revint, son ton plus sec encore. « Vous êtes sûr d'être à la bonne place ?» demanda-t-elle, sans même attendre la réponse, avant de réclamer à nouveau le billet d'Amélie. « Oui, je suis sûr, » répondit Amélie, tendant le document pour la deuxième fois. Claire l'examina avec une lenteur exagérée, comme si elle cherchait une excuse pour prolonger l'interrogatoire. « C'est inhabituel pour quelqu'un de votre âge de voyager seul en première classe, » lança-t-elle, assez fort pour que les passagers voisins tournent la tête. Amélie sentit ses joues s'empourprer sous le poids des regards. « Mon billet est valide, » insista-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Elle tenta de se concentrer sur son carnet, mais le malaise grandissait. Claire passa à nouveau, ignorant les autres passagers pour s'arrêter une troisième fois devant Amélie.
Un passager a signalé un comportement suspect de votre part, déclara-t-elle, les bras croisés, son regard accusateur. Amélie, abasourdie, balaya la cabine du regard. Quel comportement suspect? Je suis juste assise ici, à dessiner. À cet instant, Madame Geneviève Martin, une femme élégante d'environ 80 ans, assise juste derrière Amélie, se pencha en avant. Cette jeune fille n'a rien fait de mal, dit-elle doucement, son ton empreint d'une autorité tranquille. Mais Claire l'ignora, son attention fixée sur Amélie. Une jeune hôtesse, Sophie Garnier, nouvelle dans l'équipe, observait la scène depuis l'arrière de la cabine, visiblement mal à l'aise. Sophie, avec ses cheveux blonds attachés en chignon strict, semblait hésiter à intervenir, craignant de contredire sa supérieure. Monsieur Laurent, de son côté, murmura quelque chose à Claire, son expression agacée suggérant qu'il trouvait la présence d'Amélie dérangeante. Claire hocha la tête, comme si cela confirmait ses soupçons. « Ne prenez pas ce ton avec moi », avertit Claire, sa voix tranchante. « Montrez-moi encore votre pièce d'identité et votre billet. » Les mains tremblantes, Amélie fouilla dans son sac pour sortir sa carte d'étudiante et son billet. Claire les examina avec une lenteur ostentatoire, tenant la carte sous la lumière, comme pour en vérifier l'authenticité. « Cette carte pourrait être fausse, dit-elle. Quel âge avez-vous vraiment? » « J'ai 6 ans, répondit Amélie, sa voix vacillante sous la pression. Je vais à Nice voir ma grand-mère et participer à un atelier universitaire. J'ai le droit d'être ici. Le ton de Claire se durcit encore. Si vous ne pouvez pas prouver votre identité correctement, vous devrez changer de section. Amélie, sentant les larmes monter, protesta. J'ai un billet valide pour ce siège. La confrontation ravivait des souvenirs douloureux. Le vigile qui l'avait suivi dans les allées d'un grand magasin parisien, le professeur qui avait douté de ses résultats d'examen, les regards méfiants dans les restaurants huppés où sa peau brune semblait toujours attirer l'attention. « Calmez-vous, » avertit Claire, « ou je devrais appeler la sécurité pour vous faire sortir de l'avion. » Amélie, le cœur battant, attrapa son téléphone. « J'appelle mon père, » dit-elle, composant le numéro de Jacques. La connexion fut établie juste assez longtemps pour qu'elle murmure. « Papa, l'hôtesse n'arrête pas de... » avant que la porte de l'avion ne se ferme, coupant le signal. « Les téléphones doivent être en mode avion maintenant, » lança Claire avec un sourire satisfait, comme si elle savourait ce moment de contrôle. Sophie, toujours en retrait, baissa les yeux, son visage trahissant un mélange de honte et d'impuissance. Quelques minutes plus tard, Claire revint, accompagnée de Pierre Moreau, un officier de sécurité à la carrure intimidante. Mesurant près d'1,90 m, ses épaules larges tendaient l'uniforme bleu marine. Il s'arrêta devant le siège d'Amélie, la dominant de toute sa hauteur. « Quel est le problème ici ?» demanda-t-il à Claire, sans même regarder Amélie. « Cette jeune femme est perturbatrice et refuse de prouver qu'elle a le droit d'être en première classe, » répondit Claire, les bras croisés. Plusieurs passagers se sont plaints. C'était un mensonge flagrant. Seul M. Laurent avait murmuré quelque chose. Et la plupart des passagers semblaient mal à l'aise, observant la scène avec une curiosité mêlée de gêne. « Monsieur, j'ai un billet valide », commença Amélie, tendant à nouveau son billet. Mais Pierre l'interrompit d'un geste de la main. « Je ne vous parle pas pour l'instant. Laissez l'hôtesse expliquer. » Claire enchérit. « Elle est irrespectueuse envers l'équipage. J'ai des raisons de croire qu'elle a obtenu ce siège frauduleusement. » Amélie sentit son estomac se nouer face à cette accusation absurde. « Ce n'est pas vrai !» protesta-t-elle, luttant pour garder son calme. « J'ai montré mon billet plusieurs fois. Je n'ai rien fait de mal. » Pierre se tourna enfin vers elle, son expression dure. « Mademoiselle, les instructions de l'équipage sont des ordres légaux. Vous devez obéir immédiatement, ou vous ferez face à des conséquences graves. » Amélie, les mains tremblantes, agrippa les accoudoirs de son siège. « Je n'ai enfreint aucune règle. J'ai le droit d'être ici. »« Levez-vous, » ordonna Pierre. « Prenez vos affaires. Vous changez de section. » Amélie resta assise, refusant de céder. « J'ai payé pour ce siège. Je veux parler au commandant de bord. » Claire rougit de colère. « Comment osez-vous » siffla-t-elle. Madame Martin intervint à nouveau. « C'est de la discrimination. Cette jeune fille est irréprochable. C'est vous qui la harcelez sans raison. » Mais Pierre l'ignora, saisissant brutalement le bras d'Amélie. « Dernière chance. Levez-vous ou je vous fais sortir de force. » Les téléphones des passagers s'activèrent, capturant chaque instant. Sophie, toujours en retrait, murmura quelque chose à Claire. Mais celle-ci la fit taire d'un regard glacial.
Amélie, sentant la panique monter, tenta de se dégager doucement. « Arrêtez, vous me faites mal !» cria-t-elle. Dans la lutte, son sac à dos glissa de ses genoux, s'ouvrant sur le sol. Livres, portefeuille, écouteurs et une photo encadrée se répandirent sous les sièges. La photo montrait Amélie et Jacques, tous deux en uniforme d'air-lumière, lors d'une journée « Emmenez votre enfant au travail ». Le badge de Jacques, indiquant « PDG », était clairement visible. Mais Pierre, concentré sur sa tâche, ignora la photo, tirant Amélie dans l'allée. Dans le mouvement, la tête d'Amélie heurta un accoudoir métallique, ouvrant une petite coupure au-dessus de son sourcil. Le sang commença à couler, provoquant des exclamations choquées parmi les passagers. Pierre, profitant de la confusion, menotta Amélie, déclarant à voix haute « Vous êtes retiré pour interférence avec les instructions de l'équipage ». Les larmes se mêlèrent au sang sur les joues d'Amélie, alors qu'elle était traînée vers l'avant de l'avion, chaque pas une humiliation. « Appelez mon père, Jacques Dubois », supplia-t-elle, sa voix brisée, résonnant dans la cabine. Les passagers regardaient, certains détournant les yeux, d'autres filmant avec un mélange de fascination et d'inconfort. Seule Madame Martin se leva, suivant la scène malgré ses genoux arthritiques. « C'est une honte !» cria-t-elle. Sophie, les larmes aux yeux, ramassa les affaires d'Amélie et les fourra dans son sac, murmurant « Je suis désolée ». Alors que Pierre atteignait la porte de l'avion, celle-ci s'ouvrit brusquement. Jacques Dubois se tenait là, son costume impeccable contrastant avec la fureur dans ses yeux. « Laissez ma fille. »« Maintenant, » ordonna-t-il. Claire, blême, balbutia. « Monsieur Dubois, nous ne savions pas. » Pierre, moins sûr de lui, protesta. « Monsieur, ceci est une zone sécurisée. » Jacques brandit son badge. « Je suis Jacques Dubois, PDG d'Air Lumière. Retirez ces menottes immédiatement, ou je vous fais retirer par la sécurité de l'aéroport. » Oui. Le silence s'abattit sur la cabine, si profond qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Pierre, sous le poids des regards et des téléphones braqués sur lui, déverrouilla les menottes avec des mains tremblantes. Jacques attira Amélie contre lui, examinant la coupure sur son front. Le sang avait taché son col, et la vue de cette blessure alluma une rage viscérale dans son regard. « Vous deux, » dit-il, s'adressant à Claire et Pierre, « vous ne bougez pas d'ici. Cette histoire ne fait que commencer. » Madame Martin s'avança, son visage marqué par l'indignation. « J'ai tout vu, monsieur Dubois. Cette jeune fille n'a rien fait de mal. C'est une honte, un scandale. » Sophie, tenant le sac d'Amélie, murmura des excuses à voix basse, évitant le regard de Claire. Monsieur Laurent, mal à l'aise, détourna les yeux, soudain silencieux. Les téléphones continuaient d'enregistrer. Et déjà, les premières vidéos de l'incident circulaient sur les réseaux sociaux, prêtes à déclencher une tempête qui secouerait Air Lumière jusqu'à ses fondations. Jacques, un bras protecteur autour des épaules d'Amélie, la guida vers la sortie, suivi par le personnel médical de l'aéroport. Claire et Pierre restèrent figés, conscients que leur monde venait de basculer. Dans le salon VIP de l'aéroport Charles de Gaulle, un médecin nettoya la blessure d'Amélie, appliquant un pansement. « Ce n'est pas profond, » expliqua-t-il, « mais il y aura un hématome pendant quelques jours. » Jacques, agenouillé près de sa fille, luttait pour contenir sa colère. « Ça va, Amélie » demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, les mains encore tremblantes. « Je suis juste, humiliée, » murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Tu n'as rien à te reprocher, » assura Jacques. « Rien de ce qui s'est passé n'est de ta faute. » Claire, debout dans un coin du salon, tenta une défense. « Monsieur Dubois, je suivais simplement le protocole pour les passagers suspects. » Jacques se tourna lentement vers elle, son regard glacial. « Suspecte ? Expliquez-moi ce qui était suspect chez ma fille, assise tranquillement dans son siège assigné. Était-elle trop jeune ou trop noire ?» Claire bafouilla, incapable de répondre. Pierre, plus audacieux, intervint. « Avec tout le respect, monsieur, nous suivions la procédure standard pour les passagers non coopératifs. La race n'a rien à voir là, dedans. » Jacques pointa la blessure d'Amélie. « La procédure standard inclut-elle de menotter une mineure et de la blesser? J'aimerais voir cela écrit quelque part. » R. La porte du salon s'ouvrit et l'équipe exécutive d'Air Lumière entra. Isabelle Dupont, l'avocate spécialisée dans les droits civiques, Marc, l'assistant de Jacques, et le directeur de l'expérience client, Philippe Garnier. Leurs visages s'assombrirent en voyant Amélie. Jacques leur donna des instructions précises.
Je veux toutes les vidéos de sécurité, le manifeste des passagers et les déclarations de tous les témoins. Rien ne doit être perdu. Voyez-vous. Madame Martin entra à son tour, accompagnée de son petit-fils, Julien, un jeune homme de 25 ans passionné de technologie. Monsieur Dubois, dit-elle, je voulais m'assurer que votre fille allait bien. Ce que j'ai vu dans cet avion est une disgrâce. J'ai tout filmé, et Julien m'aide à compiler les vidéos. Jacques serra sa main avec gratitude. Merci, Madame Martin. Votre courage compte énormément. Alors que Jacques escortait Amélie hors du salon, son téléphone vibra. Marc lui tendit une tablette montrant les premières publications sur Twitter. Une vidéo d'Amélie menottée, le visage ensanglanté, avait déjà été vue des milliers de fois. Les hashtags « Justice pour Amélie » et « Air Lumière Racisme » grimpaient en flèche. Jacques serra les dents, réalisant l'ampleur de ce qui se profilait. Ce n'était pas seulement une injustice contre sa fille. C'était le signe d'un problème bien plus profond, enfoui dans sa propre compagnie. Dans les bureaux vitrés du siège d'Air Lumière, au cœur du quartier de la Défense à Paris, Jacques Dubois était assis à une table de conférence en acajou, entouré de cadres au visage tendu. La réunion stratégique portait sur les prévisions de croissance pour le prochain trimestre, mais Jacques n'écoutait qu'à moitié. Son esprit revenait sans cesse à l'appel d'Amélie, sa voix paniquée résonnant dans sa tête. « Papa, l'hôtesse n'arrête pas de… » La connexion s'était coupée avant qu'elle ne puisse finir, et depuis, son téléphone passait directement sur messagerie. Un frisson d'inquiétude le traversa. Amélie, sa fille de 16 ans, n'était pas du genre à exagérer ou à paniquer sans raison. Quelque chose n'allait pas. Il consulta discrètement le système de suivi des vols sur sa tablette. Le vol 142 pour Nice était toujours à la porte, retardé d'une demi-heure. « Réunion ajournée », annonça-t-il brusquement, se levant sous les regards surpris des cadres. « Ma fille est en danger sur le vol 142. Marc, contactez le commandant Éric Laurent immédiatement. Préparez l'hélicoptère de la compagnie. Je vais à Charles de Gaulle. » Sans attendre de réponse, il quitta la salle, son costume impeccablement taillé contrastant avec l'urgence dans ses pas. En quelques minutes, il survolait Paris, les tours de verre de la Défense rapetissant sous l'hélicoptère, tandis que son esprit s'emballait. Amélie était à bord d'un avion de sa propre compagnie, et pourtant, elle avait appelé à l'aide. Cela n'avait aucun sens, sauf si… Jacques repoussa la pensée, mais une intuition froide s'installa. Quelque chose de grave se passait, et il devait intervenir. Pendant ce temps, à bord du vol 142, la tension était à son comble. Le commandant Éric Laurent, un vétéran d'Air Lumière aux tempes grisonnantes, émergea du cockpit, alerté par le retard. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, son regard passant de l'officier Pierre Moreau à Amélie, menottée et tremblante, une traînée de sang séché sur son front. Pierre, droit comme un piquet, répondit avec assurance. « Nous retirons une passagère perturbatrice. Commandant, tout sera réglé dans 2 minutes, et nous pourrons décoller. » Mais avant qu'il ne puisse continuer, la porte de la passerelle s'ouvrit violemment, et Jacques Dubois fit irruption, sa présence imposante figeant la cabine. « Laissez ma fille. » Maintenant, ordonna-t-il, sa voix résonnant comme un verdict. Claire Lefebvre, l'hôtesse en chef, blêmit, ses lèvres s'entr'ouvrant sans qu'aucun son n'en sorte. Pierre, déconcerté, balbutia. « Monsieur, ceci est une zone sécurisée. » « Vous ne pouvez pas ?» Jacques brandit son badge de PDG, le logo d'Air Lumière scintillant sous les lumières de la cabine. « Je suis Jacques Dubois, PDG de cette compagnie. Retirez ces menottes immédiatement, ou je fais venir la sécurité de l'aéroport pour vous escorter hors d'ici. » Les passagers, téléphone à la main, continuaient d'enregistrer, capturant chaque mot, chaque geste. Madame Geneviève Martin, la passagère âgée qui avait tenté de défendre Amélie, se tenait debout, son regard perçant fixé sur Claire. Sophie Garnier, la jeune hôtesse, baissa les yeux, rongée par la culpabilité d'avoir assisté à l'incident sans oser intervenir. Monsieur Laurent, l'homme d'affaires qui avait murmuré des plaintes à Claire, semblait soudain mal à l'aise, évitant le regard de Jacques. Pierre, sous la pression des caméras et de l'autorité de Jacques, déverrouilla les menottes avec des mains tremblantes. Amélie, libérée, se précipita dans les bras de son père, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. Jacques examina la coupure sur son front, le sang ayant taché le col de sa chemise blanche. La vue de cette blessure, infligée à sa fille sur son propre avion, fit monter en lui une rage qu'il peinait à contenir. « Vous deux, dit-il, s'adressant à Claire et Pierre,
Vous ne bougez pas d'ici. Cette histoire ne fait que commencer. Il guida Amélie vers la sortie, suivie par le personnel médical de l'aéroport et Madame Martin, qui refusait de laisser l'injustice passer sous silence. Sophie, hésitante, ramassa le sac d'Amélie et le tendit à Jacques, murmurant « Je suis désolé, je n'ai pas su quoi faire ». Jacques hocha la tête, son regard adoucit l'espace d'un instant. « Vous aurez l'occasion de faire mieux », répondit-il avant de quitter la cabine. Dans le salon VIP de l'aéroport Charles de Gaulle, un médecin nettoya la blessure d'Amélie, appliquant un pansement papillon. « Ce n'est pas profond », expliqua-t-il, « mais il y aura un hématome pendant quelques jours. » Jacques, agenouillé près de sa fille, lui prit la main. « Ça va, Amélie » demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, les yeux brillants de larmes. « Je suis juste humiliée » murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Tout le monde me regardait comme si j'étais une criminelle. » Jacques serra sa main plus fort. « Tu n'as rien à te reprocher. Rien de ce qui s'est passé n'est de ta faute. » Claire, debout dans un coin du salon, tenta de se justifier. « Monsieur Dubois, je suivais le protocole pour les passagers suspects. C'était une vérification standard. » Jacques se tourna lentement vers elle, son regard glacial. « Suspecte ? Expliquez-moi ce qui était suspect chez ma fille, assise tranquillement dans son siège assigné, avec un billet valide. Était-elle trop jeune ou trop noire ?» Claire bafouilla, incapable de répondre. Pierre, plus audacieux, intervint. « Avec tout le respect, monsieur, nous suivions la procédure pour les passagers non coopératifs. La race n'a rien à voir là, dedans. » Jacques pointa la blessure d'Amélie. « La procédure standard inclut-elle de menotter une mineure et de la blesser? J'aimerais voir cela écrit dans le manuel. » La porte du salon s'ouvrit, et l'équipe exécutive d'Air Lumière entra. Isabelle Dupont, une avocate spécialisée dans les droits civiques. Marc, l'assistant fidèle de Jacques, et Philippe Garnier, directeur de l'expérience client. Leurs visages s'assombrirent en voyant Amélie. Jacques leur donna des instructions claires. « Je veux toutes les vidéos de sécurité, le manifeste des passagers et les déclarations de tous les témoins. Rien ne doit être perdu. » Isabelle hocha la tête, notant chaque détail. « Nous allons aussi examiner les dossiers de Claire Lefebvre et Pierre Moreau, » ajouta-t-elle. « S'il y a des antécédents, nous les trouverons. » Marc tendit une tablette à Jacques, montrant les premières publications sur les réseaux sociaux. Une vidéo d'Amélie menottée, le visage ensanglanté, avait déjà été vue des dizaines de milliers de fois. Les hashtags « Justice pour Amélie » et « Air Lumière Racisme » grimpaient en flèche, accompagnés de commentaires furieux dénonçant l'injustice. Mais d'autres, plus troublants, défendaient Claire et Pierre, accusant Amélie d'avoir provoqué l'incident. De retour au siège, Jacques plongea dans les archives de la compagnie, déterminé à comprendre comment une telle situation avait pu se produire sous son nez. Ce qu'il découvrit le glaça, des dizaines de plaintes similaires, déposées par des passagers issus de minorités, avaient été classées sans suite. Des emails internes révélaient que le directeur des opérations, Étienne Roche, un vétéran de la compagnie et ami de longue date de Jacques, avait ordonné à la DRH de « gérer discrètement » ces plaintes pour « maintenir le moral de l'équipe ». Dans un message particulièrement accablant, Étienne écrivait « Les initiatives de diversité de Dubois compliquent le travail de l'équipage. Enterrez ces plaintes jusqu'à ce que nous rétablissions un équilibre. » Jacques sentit une trahison profonde. Étienne, qu'il considérait comme un allié, avait activement sapé ses efforts pour faire d'Air Lumière une compagnie inclusive. Furieux, Jacques convoqua Étienne dans son bureau. L'homme, âgé de 55 ans, entra avec une assurance qui frisait l'arrogance. « Tu voulais me voir ?» demanda-t-il, son ton à peine respectueux. Jacques posa les impressions des emails sur le bureau. « Explique-moi ça, Étienne. Pourquoi as-tu ordonné de cacher des plaintes de discrimination? Pourquoi as-tu qualifié mes initiatives de nuisibles ?» Étienne jeta un coup d'œil au document, son expression vacillant brièvement avant de se recomposer. « Tu fais fausse route, Jacques. Ces plaintes étaient mineures, souvent exagérées. Je protégeais la compagnie de scandales inutiles. » Jacques tapa du poing sur la table. « Protéger la compagnie? En laissant ma fille être agressée sur mon propre avion? En permettant à des pratiques discriminatoires de prospérer sous mon nez ?» Étienne croisa les bras, imperturbable. Personne ne savait que c'était ta fille. Et franchement, si elle avait été plus coopérative, rien de tout cela ne serait arrivé. Jacques sentit une vague de colère monter, mais il se contint. « Tu es suspendu, Étienne. Une enquête complète aura lieu. »
Pendant ce temps, Amélie, bien que secouée, refusait de rester passive. De retour chez elle, dans leur appartement élégant du 16e arrondissement, elle s'installa à son bureau, son carnet d'aéronautique toujours à portée de main. Sophie Garnier, la jeune hôtesse, lui avait envoyé un message, s'excusant à nouveau et proposant son aide. « J'ai vu ce qui s'est passé », écrivait-elle. « Je n'ai pas eu le courage d'intervenir, mais je veux me racheter. » Amélie, touchée par sa sincérité, l'invita à discuter. Ensemble, elles commencèrent à rédiger un plan de réforme pour Air Lumière. Un comité de supervision indépendant, des formations obligatoires contre les préjugés et un système de feedback transparent pour les passagers. Sophie, forte de son expérience en cabine, suggéra des mesures concrètes, comme des protocoles clairs pour éviter les vérifications discriminatoires. Amélie, avec sa vision d'ingénieur, ajouta des idées pour intégrer l'équité dans la conception même des services aériens, des sièges aux interactions avec l'équipage. Mais la tempête médiatique s'intensifiait. Monsieur Laurent, l'homme d'affaires, accorda une interview à une chaîne d'information, révélant qu'il avait été poussé par Claire à se plaindre d'Amélie. « Elle m'a dit que cette jeune fille semblait suspecte », expliqua-t-il, mal à l'aise. « Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste suivi. » Cette confession compliqua l'histoire, divisant l'opinion publique. Certains voyaient Amélie comme une victime de discrimination, d'autres accusaient Jacques d'abuser de son pouvoir pour protéger sa fille. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les vidéos de l'incident dépassant le million de vues. Des manifestations spontanées éclatèrent devant le siège d'Air Lumière, avec des pancartes proclamant « égalité dans les airs » et « justice pour Amélie ». Une coalition, Air Lumière pour l'égalité, fut formée par plus de 300 employés, dont des pilotes, des hôtesses et des techniciens, dénonçant les pratiques d'Étienne et réclamant des réformes. Jacques engagea Isabelle Dupont, une avocate réputée pour ses combats contre les discriminations systémiques. Lors d'une réunion au siège, Isabelle examina les preuves, les vidéos des passagers, les emails d'Étienne et les déclarations de Madame Martin et de son petit-fils Julien, qui avaient compilé un montage chronologique des événements à partir de multiples enregistrements. « C'est accablant », déclara Isabelle. « Nous avons non seulement un cas de discrimination individuelle, mais une preuve de pratique systémique enfouie par la direction. » Jacques hocha la tête, mais son expression restait sombre. « Ce n'est pas seulement à propos d'Amélie, » dit-il. « C'est à propos de chaque passager qui a été traité ainsi et dont la voix a été étouffée. » La pression montait sur Jacques. Le conseil d'administration, dirigé par Charles Beaumont, un homme conservateur aux cheveux blancs, envisageait de le suspendre, accusant Jacques d'avoir utilisé les ressources de l'entreprise pour une vendetta personnelle. Étienne, lors d'une réunion préparatoire, tenta de retourner l'opinion contre Jacques, le dépeignant comme un PDG impulsif, incapable de séparer ses émotions de ses responsabilités. « Il met l'entreprise en danger », déclara-t-il aux membres du conseil. Le cours de l'action a chuté de 5% en une journée à cause de cette polémique. Mais Jacques ne se laissa pas intimider. Une informaticienne anonyme, Camille, lui envoya un courriel contenant des données récupérées sur un serveur interne. Des vidéos de sécurité prétendument corrompues montraient Claire ciblant Amélie dès son embarquement, tandis qu'elle traitait les autres passagers avec courtoisie. Ces preuves, combinées aux témoignages de Madame Martin et d'autres passagers, fragilisaient la position d'Étienne. Amélie, de son côté, luttait avec les retombées émotionnelles. Les réseaux sociaux étaient devenus un champ de bataille, certains internautes la qualifiant de « gamine capricieuse » ou de « privilégiée », profitant du pouvoir de son père. Un soir, elle reçut un message menaçant. « Fais attention à toi, petite. » Jacques, alarmé, renforça la sécurité autour de leur domicile, engageant une équipe privée pour protéger sa fille. Mais Amélie refusait de se laisser intimider. Avec Sophie, elle finalisa son plan de réforme, qu'elle intitula « Un ciel pour tous ». Le document, d'une trentaine de pages, proposait des mesures concrètes. Audit régulier des plaintes, sanctions claires pour les comportements discriminatoires et un programme de mentorat pour diversifier les équipages. Sophie, inspirée par la résilience d'Amélie, partagea son propre témoignage. Elle avait été témoin de remarques racistes dans l'équipage, mais n'avait jamais osé les signaler par peur des représailles. Le conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence, prévue dans 2 jours. Charles Beaumont avertit Jacques. « Cette affaire doit être réglée discrètement, ou le conseil envisagera un changement de direction. » Jacques, impassible, répondit. «
Discrètement, ma fille a été blessée sur mon avion. Des passagers sont maltraités depuis des années sous mon nez. Il n'y aura pas de silence. Marc, son assistant, entra avec une nouvelle alarmante. Monsieur Laurent avait donné une deuxième interview, admettant qu'il s'était senti manipulé par Claire. Je n'avais aucune raison de me plaindre d'elle, confessa-t-il. Mais l'hôtesse m'a poussé à dire qu'elle semblait suspecte. Cette révélation, relayée par les médias, fit basculer l'opinion publique en faveur d'Amélie, mais elle intensifia aussi la pression sur Jacques. Les actionnaires, nerveux, exigeaient des réponses, et le cours de l'action continuait de chuter. Tard dans la nuit, Jacques reçut un appel de Raymond Lefebvre, son mentor et ancien PDG d'Air Lumière, qu'il avait embauché 30 ans plus tôt comme manutentionnaire. « J'ai vu les vidéos, Jacques, » dit Raymond, sa voix grave empreinte de gravité. « Amélie va bien ?» Jacques soupira. « Elle est secouée, mais elle est forte. Elle travaille déjà sur un plan pour réformer la compagnie. » Raymond rit doucement, comme son père. « Écoute, si tu as besoin d'un endroit sûr pour elle, ma maison au bord du lac d'Annecy est à vous. » Jacques remercia son ami, notant l'offre. Il savait que la bataille ne faisait que commencer, et que protéger Amélie tout en affrontant les trahisons internes serait un défi de taille. Alors que la nuit enveloppait Paris, Jacques s'assit à son bureau, scrutant les données fournies par Camille. Les plaintes enfouies, les vidéos supprimées, les emails d'Étienne. Tout pointait vers un système conçu pour protéger les coupables au détriment des victimes. Il pensa à Amélie, à la peur dans sa voix lorsqu'elle l'avait appelée, à la blessure sur son front. Il pensa à tous les passagers anonymes qui avaient souffert en silence, sans PDG pour les défendre. La colère et la détermination se mêlèrent en lui. Cette injustice, infligée à sa fille, n'était que la partie visible d'un problème bien plus profond. Demain, il confronterait le Conseil, armé de preuves et d'une vision claire. Air Lumière devait changer, non pas pour sauver sa réputation, mais pour honorer sa promesse que le ciel appartient à tous. La salle du conseil d'administration d'Air Lumière, perchée au sommet de la tour de verre du siège à la Défense, vibrait d'une tension presque palpable. Les grandes baies vitrées offraient une vue imprenable sur Paris, mais personne n'y prêtait attention. Les membres du conseil, alignés autour d'une table en acajou massif, échangeaient des regards nerveux, leurs dossiers soigneusement empilés devant eux. Charles Beaumont, le président du conseil, un homme aux cheveux blancs et à l'allure aristocratique, présidait la réunion d'urgence, son visage impassible masquant à peine son inconfort. Étienne Roche, le directeur des opérations suspendues, se tenait à l'extrémité de la table, son assurance habituelle fissurée par les événements des derniers jours. Jacques Dubois, PDG d'Air Lumière, était assis en face, son regard d'acier fixé sur Étienne. À ses côtés, Isabelle Dupont, l'avocate spécialisée dans les droits civiques, feuilletait calmement ses notes, prête à intervenir. Mais ce fut l'entrée inattendue d'Amélie Dubois, accompagnée de Madame Geneviève Martin et de son petit-fils Julien, qui fit basculer l'atmosphère. La jeune fille de 16 ans, le pansement sur son front à peine visible sous ses cheveux bouclés, marcha avec une dignité qui contrastait avec la fragilité de son âge. Les murmures s'éteignirent et tous les yeux se tournèrent vers elle. Cette réunion, censée sceller l'avenir de Jacques et d'Air Lumière, allait devenir bien plus qu'un débat administratif, une confrontation entre l'injustice systémique et la volonté de changement. Étienne ouvrit la réunion, sa voix ferme mais teintée d'une nervosité qu'il peinait à dissimuler. « Mesdames et messieurs, nous sommes ici pour discuter de l'avenir du leadership d'Air Lumière », commença-t-il. Les récents événements, amplifiés par une gestion impulsive de M. Dubois, ont mis la compagnie en péril. Le cours de l'action a chuté de 8% en une semaine, les actionnaires s'inquiètent et la réputation d'Air Lumière est entachée. Jacques a utilisé les ressources de l'entreprise pour mener une vendetta personnelle, violant ses obligations fiduciaires. Il distribua un rapport, soigneusement préparé, accusant Jacques d'avoir orchestré une campagne médiatique pour protéger sa fille au détriment des intérêts de la compagnie. Claire Lefebvre et Pierre Moreau, poursuivit-il, sont des professionnels dévoués qui suivaient les protocoles de sécurité. Leur traitement est injuste, et je propose que Jacques soit suspendu définitivement, avec moi-même comme PDG par intérim, pour stabiliser la situation. Plusieurs membres du conseil, notamment ceux ayant des liens historiques avec Étienne, hochèrent la tête, tandis que d'autres restaient impassibles, attendant la réponse de Jacques. Charles Beaumont se racla la gorge. « Merci, Monsieur Roche. Monsieur Dubois, souhaitez-vous répondre ?» Jacques se leva lentement, son costume sombre accentuant sa présence imposante.
Il balaya la salle du regard, s'arrêtant sur chaque visage, conscient que certains de ces hommes et femmes, autrefois ses alliés, doutaient maintenant de son leadership. Avant de commencer, dit-il d'une voix posée mais ferme, j'aimerais vous montrer quelque chose. Il fit un signe à Marc, son assistant, qui connecta une tablette au système audiovisuel de la salle. Un écran descendit du plafond, et une vidéo de sécurité du vol 142 apparut. Les images, récupérées par l'informaticienne anonyme Camille, montraient Amélie montant à bord, s'installant calmement dans son siège 3A et ouvrant son carnet de croquis. Elle capturait chaque interaction avec Claire. Les vérifications répétées de son billet, les remarques acerbes, le contraste flagrant entre son attitude froide envers Amélie et sa courtoisie envers les passagers blancs. La vidéo montrait également l'arrivée de Pierre Moreau, son comportement intimidant, et l'escalade brutale qui avait conduit à la blessure d'Amélie. Les menottes, le sang, les cris, tout était là, brut et incontestable. Lorsque la vidéo s'arrêta, un silence pesant s'installa. Jacques laissa ce silence s'étirer, permettant aux images de s'imprimer dans les esprits. « Ce que vous venez de voir, dit-il enfin, n'était pas un incident de sécurité. C'était de la discrimination, pure et simple. Et cela s'est produit sur mon avion, dans ma compagnie. » Il marcha lentement autour de la table, son ton devenant plus incisif. Pendant 7 ans, j'ai dirigé Air Lumière avec une philosophie claire. Le ciel appartient à tous. J'ai cru que nous construisions une compagnie où chaque passager, quelle que soit son origine, serait traité avec dignité. Mais ce que je n'avais pas vu, c'est que certains parmi nous travaillaient activement à saper cette vision. Il fit un signe à Isabelle, qui distribua des dossiers à chaque membre du conseil. Ces documents, expliqua-t-elle, révèlent un schéma systématique de suppression des plaintes de discrimination sous la direction de M. Roche. Plus de 300 incidents en 5 ans, tous marqués comme résolus sans aucune action significative. Jacques s'arrêta derrière la chaise d'Étienne, sa voix baissant d'un ton. Vos emails, Étienne, ordonnaient explicitement à la DRH de gérer discrètement ces plaintes, car mes initiatives de diversité, selon vous, nuisaient au moral. Étienne rougit, son assurance s'effritant. C'est une grossière déformation des faits, protesta-t-il. J'ai agi pour protéger la compagnie. Jacques l'interrompit. Protéger la compagnie? En permettant à ma fille d'être agressée? En laissant des passagers être humiliés à cause de leur apparence? Isabelle prit la parole, sa voix tranchante comme une lame. Nous avons également préparé une analyse financière. Les plaintes non résolues exposent Air Lumière à des risques juridiques estimés à plus de 150 millions d'euros en indemnités et frais de justice. En ignorant ces problèmes, M. Roche a non seulement violé l'éthique, mais aussi mis en danger la viabilité financière de l'entreprise. Les membres du conseil, feuilletant les dossiers, échangeaient des regards inquiets. Charles Beaumont ôta ses lunettes, se frottant l'arête du nez. « Jacques, que proposez-vous exactement ?» demanda-t-il. Avant que Jacques ne puisse répondre, Amélie se leva, attirant tous les regards. « Puis-je parler ?» demanda-t-elle, sa voix claire malgré une légère tremblement. Charles, surpris, hocha la tête. « Je m'appelle Amélie Dubois », commença-t-elle, son regard balayant la salle. « Il y a une semaine, j'ai été agressée sur un vol d'Air Lumière à cause de la couleur de ma peau. J'avais un billet valide, j'étais assise tranquillement, mais cela n'a pas suffi à me protéger. Ce qui m'est arrivé n'est pas unique. C'est le résultat d'un système qui permet à la discrimination de prospérer sans conséquence. » Elle tendit un dossier à Charles, son plan de réforme intitulé « Un ciel pour tous ». J'ai travaillé avec Sophie Garnier, une hôtesse d'Air Lumière, pour concevoir un plan qui empêche que cela se reproduise. Il inclut un comité de supervision indépendant, des formations anti-discrimination développées avec des experts, et un système de feedback transparent pour les passagers. Ce n'est pas une question de vengeance ou de sympathie. C'est une question de justice, pour moi et pour tous ceux qui n'ont pas de PDG comme père pour les défendre. Sa voix, empreinte de conviction, fit vibrer la salle. Madame Martin, assise à côté d'elle, lui serra la main en signe de soutien. Étienne tenta de reprendre la parole. C'est émouvant, mais cela ne change rien au fait que Jacques a violé ses obligations en poursuivant une vendetta personnelle. Isabelle le coupa immédiatement. Au contraire, Monsieur Roche, la responsabilité fiduciaire de Monsieur Dubois inclut la protection de l'entreprise contre les risques juridiques et réputationnels. En découvrant un problème systémique caché par vous, il a agi dans l'intérêt d'Air Lumière. Madame Martin leva la main, sa voix ferme malgré son âge.
Puis-je dire un mot? Charles acquiesça, visiblement dépassé par la tournure des événements. J'ai 82 ans, commença-t-elle. J'ai voyagé à une époque où la ségrégation était encore tolérée dans certains lieux publics. Ce que j'ai vu sur ce vol n'était pas l'erreur d'une seule personne. C'était une discrimination systémique, drapée dans l'uniforme d'Air Lumière. En tant que cliente fidèle depuis 40 ans, je ne volerai plus avec vous si des changements réels ne sont pas mis en place. Et je ne suis pas la seule à le penser. Elle se tourna vers Julien, qui hocha la tête. Mon petit-fils a compilé des vidéos de plusieurs passagers montrant l'incident sous tous les angles. Elles contredisent totalement la version de Madame Lefebvre et de Monsieur Moreau. Marc s'approcha de Jacques et lui murmura quelque chose à l'oreille. Jacques s'adressa au conseil. Je viens d'être informé que la coalition Air Lumière pour l'égalité compte désormais plus de 2000 employés. Ils tiennent en ce moment une conférence de presse dans le hall, exigeant des réformes et ma réintégration. Étienne se leva brusquement, furieux. C'est un coup monté. Jacques a orchestré cette mascarade pour sauver son poste. Mais une voix inattendue l'interrompit. Non, il n'a rien orchestré. Toutes les têtes se tournèrent vers André Lefebvre, un membre conservateur du Conseil et allié historique d'Étienne. Il entra, portant un dossier épais. « J'ai mené ma propre enquête », expliqua-t-il. Les plaintes des clients ont augmenté de 35% en un an, mais les incidents de discrimination rapportés ont diminué. Cela défie toute logique statistique. Ce que j'ai découvert est troublant. Non seulement Étienne a enterré des plaintes, mais il a aussi orchestré des représailles contre les employés qui les signalaient. Il posa son dossier sur la table, son regard fixé sur Étienne. « Tu nous as menti, à moi et au Conseil, pendant des années. » Oh. Étienne, le visage cramoisi, tenta une dernière défense. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger Air Lumière. Cette fille était irrespectueuse. Et si elle avait... » Charles coupa net, frappant la table de la main. « Assez, monsieur Roche. Vous aggravez votre cas. » Il conféra à voix basse avec plusieurs membres du Conseil, leurs expressions graves. Enfin, il s'adressa à la salle. « Nous allons voter sur 2 points. Le leadership d'Air Lumière et l'adoption du plan de Mademoiselle Dubois comme base pour une réforme. » Le vote fut rapide et unanime. Jacques fut réintégré comme PDG, Étienne licencié avec effet immédiat, et le plan d'Amélie adopté comme cadre pour transformer la compagnie. Lorsque la réunion se termina, Jacques s'approcha de sa fille et l'enlaça. « Je suis tellement fier de toi, » murmura-t-il. Amélie sourit, des larmes dans les yeux. « On l'a fait, papa. » Madame Martin, observant la scène, sourit. « La justice est rare. Quand elle arrive, il faut la célébrer. » 6 mois plus tard, Amélie se tenait à la porte 19 de l'aéroport Charles de Gaulle, face à un Boeing 787 d'Air Lumière, prêt à décoller pour Nice. Ses mains tremblaient légèrement, ses paumes moites serrant son billet d'embarquement. C'était son premier vol depuis l'incident, et la peur, tapie dans son esprit, menaçait de resurgir. Jacques, à ses côtés, posa une main sur son épaule. « Tu n'es pas obligé de le faire aujourd'hui, » dit-il doucement. « On peut prendre le train. » Amélie secoua la tête, son regard déterminé. « Non, papa, j'ai besoin de ça. » Elle prit une profonde inspiration et s'avança vers la porte. Sophie Garnier, désormais chef d'équipage, l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Bienvenue à bord, Mademoiselle Dubois. Le commandant vous invite dans le cockpit avant le décollage. » Amélie sourit, touchée par l'attention. Le commandant Claire Dubois, une coïncidence de nom qui l'avait fait rire, était l'une des premières femmes noires à atteindre ce rang chez Air Lumière. Elle avait mentoré Amélie ces derniers mois, l'encourageant à poursuivre son rêve d'ingénierie aéronautique. En s'installant dans le siège 3A, le même qu'auparavant, Amélie remarqua des changements subtils dans la cabine. Des QR codes sur les dossiers des sièges invitaient les passagers à donner leur avis via un système conçu pour garantir que les plaintes ne soient jamais ignorées. La vidéo de sécurité, diffusée sur les écrans, mettait en scène un équipage diversifié, reflétant la nouvelle philosophie d'Air Lumière. Lorsque l'avion décolla, Amélie sentit un poids s'envoler, comme si elle laissait derrière elle les cauchemars des menottes et de l'humiliation. À l'arrivée à Nice, Madame Martin et Julien l'attendaient à la porte, leurs visages rayonnants. « Bienvenue, ma chère, » dit Madame Martin, l'enlaçant. « J'avais des réunions avec le comité de supervision, mais je voulais être là pour toi. » Julien sourit. Mamie s'inquiétait. Elle voulait s'assurer que tout allait bien. Amélie rit, émue par leur présence. Air Lumière avait transformé.
Un comité de supervision indépendant, présidé par Madame Martin, examinait chaque plainte avec rigueur. Des formations antidiscrimination, conçues avec des ONG, étaient désormais obligatoires pour tous les employés, des bagagistes aux cadres. Claire Lefebvre avait été licenciée et, après avoir abandonné son procès, s'était engagée dans des programmes de sensibilisation aux préjugés, partageant son histoire comme un avertissement. Pierre Moreau, après une enquête approfondie, avait été condamné pour abus de pouvoir et faisait face à des accusations criminelles. Monsieur Laurent, sous la pression publique, avait présenté des excuses publiques à Amélie, admettant son rôle dans l'escalade. Le plan d'Amélie, adopté par Air Lumière, inspirait d'autres compagnies aériennes, 2 d'entre elles signant des accords pour consulter ses recommandations. À l'Université Côte d'Azur, Amélie fut acceptée avec une bourse complète. Son essai, intitulé « L'ingénierie éthique, construire un ciel pour tous », impressionna le doyen, qui l'invita à développer un cours sur l'équité dans les transports. De retour à Paris, Jacques, dans son bureau, examinait les derniers rapports de diversité. Les candidatures de minorités avaient augmenté de 40%, la satisfaction des passagers rebondissait et le cours de l'action s'était stabilisé. Raymond Lefebvre, son mentor, entra, son badge honorifique scintillant. « Comment va notre héroïne » demanda-t-il. Jacques sourit, montrant un texto d'Amélie, atterri à Nice. Madame Martin était là. Déjeuner avec elle avant mon atelier. Raymond hocha la tête. De la douleur à la transformation. Peu de filles de son âge auraient pu faire ça. Jacques acquiesça, mais son regard restait sérieux. Elle n'aurait pas dû avoir à le faire. Ce soir-là, lors d'un dîner chez Raymond, au bord du lac d'Annecy, Amélie annonça « L'université veut que je crée un cours sur l'ingénierie et l'équité. » Jacques lui serra la main, ému. « Tu changes le monde, Amélie. » Plus tard, en rentrant à Paris, Amélie regarda le ciel nocturne, où les étoiles rivalisaient avec les feux des avions. « Tu crois que les choses changent vraiment, papa? Pas juste chez Air Lumière, mais partout ?» Jacques réfléchit. « Le changement est un voyage, pas une destination. Nous avons fait des pas importants, mais il y aura toujours du travail. L'essentiel est de ne jamais s'arrêter. » Amélie hocha la tête, pensive. « Je rêvais de concevoir des avions. Maintenant, je veux concevoir un monde où tout le monde peut voyager sans peur. » Jacques sourit. « C'est le plus grand défi d'ingénierie. » Cool. Le lendemain, une nouvelle campagne d'Air Lumière débuta, diffusée dans les aéroports de France. Une adolescente, crayon à la main, esquissait un avion à travers une fenêtre de cabine, tandis qu'une voix off proclamait « Le ciel appartient à tous ». Dans les terminaux, les passagers s'arrêtaient pour regarder, beaucoup ignorant l'histoire derrière l'image. Mais pour ceux qui connaissaient le parcours d'Amélie, de victime à visionnaire, c'était un symbole puissant. Une injustice, confrontée avec courage, pouvait transformer non seulement une compagnie, mais une industrie entière. Comme Amélie l'avait dit à ses camarades lors d'une conférence scolaire, le changement commence quand quelqu'un dit « c'est injuste ». Il continue quand d'autres se joignent à lui pour dire « nous pouvons faire mieux ». Et il réussit quand les institutions disent enfin « plus jamais ». L'histoire d'Amélie Dubois, dans Une injustice dans les airs, est bien plus qu'un simple récit d'un incident sur un vol. C'est une réflexion profonde sur la justice, le courage et la responsabilité collective face à l'injustice. En tant que spectateur français, immergé dans une culture qui valorise l'égalité et la liberté, cette histoire résonne avec une force particulière, nous invitant à examiner nos propres actions et attitudes dans la société. À travers les épreuves d'Amélie, de son père Jacques, et des alliés comme Madame Martin et Sophie, nous découvrons des leçons universelles qui peuvent transformer notre manière de vivre et d'interagir au quotidien. Tout d'abord, l'histoire d'Amélie nous rappelle l'importance de reconnaître et de confronter l'injustice, même lorsqu'elle est déguisée en routine ou en protocole. Amélie, une jeune fille de 16 ans, n'a rien fait d'autre que s'asseoir dans son siège attribué, mais elle a été ciblée en raison de préjugés liés à son âge et à sa couleur de peau. Ce moment d'humiliation publique aurait pu la briser, mais elle a choisi de transformer sa douleur en action. Cette résilience est une leçon puissante. Face à l'injustice, nous avons le choix entre le silence et la lutte. En France, où les idéaux de la Révolution, liberté, égalité, fraternité, sont gravés dans notre identité nationale, cette histoire nous pousse à ne pas détourner le regard lorsque nous sommes témoins de discrimination, qu'elles se produisent dans un avion, un métro ou un bureau.
Appliqué à la vie quotidienne, cela signifie intervenir lorsque nous voyons un collègue traité injustement, signaler des comportements discriminatoires dans les espaces publics ou simplement écouter les expériences de ceux qui se sentent marginalisés. Comme Amélie, nous devons trouver le courage de dire « ce n'est pas juste ». Ensuite, l'histoire met en lumière la force de la solidarité. Sans les interventions de Madame Martin, qui a osé parler malgré son âge, ou de Sophie, qui a surmonté sa peur pour soutenir Amélie, l'injustice aurait pu être étouffée. La coalition Air Lumière pour l'égalité, formée par des employés ordinaires, montre que le changement ne vient pas seulement des dirigeants, mais d'une communauté unie. Dans la culture française, où les mouvements collectifs, des grèves aux manifestations, ont souvent façonné l'histoire, cette solidarité résonne profondément. Nous pouvons l'appliquer en soutenant des initiatives locales pour l'inclusion, en participant à des associations qui défendent les droits des minorités, ou en amplifiant les voix de ceux qui luttent pour l'équité. La leçon est claire. Une seule voix peut initier le changement, mais c'est l'écho de nombreuses voix qui le rend durable. Une autre leçon essentielle concerne la responsabilité des institutions. Jacques Dubois, en découvrant les pratiques discriminatoires enfouies par Étienne Roche, a réalisé que même un PDG engagé peut être aveugle aux failles de son organisation. Cette humilité est un modèle pour nous tous. En France, où les institutions, qu'il s'agisse d'entreprises, d'écoles ou de services publics, jouent un rôle central, nous devons exiger qu'elles soient transparentes et responsables. Cela signifie soutenir des politiques qui favorisent la diversité, comme des formations contre les préjugés ou des audits indépendants, et refuser de tolérer les excuses comme « c'est juste le protocole ». À un niveau personnel, nous pouvons nous interroger. Quelles habitudes ou préjugés inconscients entretenons-nous? Sommes-nous prêts à apprendre et à changer, comme Jacques l'a fait? Enfin, l'histoire d'Amélie nous enseigne la puissance de la jeunesse. À 16 ans, elle a non seulement survécu à une injustice, mais a conçu un plan de réforme adopté par une grande entreprise. Dans une société française qui célèbre l'innovation et la créativité, Amélie incarne l'idée que l'âge n'est pas un obstacle à l'impact. Pour les jeunes, cela signifie oser rêver grand, comme Amélie qui aspire à révolutionner l'aéronautique tout en défendant l'équité. Pour les adultes, cela nous rappelle d'écouter et de soutenir la nouvelle génération, car leurs idées peuvent redéfinir notre avenir. Appliquons cela en mentorant des jeunes dans nos communautés, en encourageant leurs projets ou en leur donnant une plateforme pour s'exprimer. Ces leçons, courage, solidarité, responsabilité et foi en la jeunesse, ne sont pas abstraites. Elles nous appellent à agir concrètement. Comme Amélie, nous pouvons transformer une injustice en opportunité de changement. Comme Jacques, nous pouvons confronter nos propres aveuglements. Comme Madame Martin et Sophie, nous pouvons choisir de nous lever, même lorsque c'est difficile. En France, où l'histoire nous a appris que le progrès naît de l'action collective, une injustice dans les airs est un rappel que le ciel, métaphoriquement, appartient à tous, mais seulement si nous travaillons ensemble pour le rendre accessible. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez en un monde plus juste, alors agissez avec nous. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien, partagez cette vidéo pour amplifier le message d'Amélie et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire inspirante. Laissez un commentaire ci-dessous. Quelle leçon retenez-vous et comment allez-vous l'appliquer dans votre vie? Ensemble, faisons de chaque injustice une opportunité de changement. Le ciel appartient à tous. Commençons par le construire ici et maintenant.